D'accord, merci. Bon. Désolé pour... Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, je l'espère. Parfaitement. On t'entend Parfait. très On voit bien. bien pour Romain, vous entend très bien. Bon, parfait. Donc je garde le casque parce que je suis dans un lieu public pour avoir du Wi-Fi, parce que je me situe actuellement à l'étranger. Et je vous remercie de me laisser l'intervention, effectivement, suite à la rencontre qu'on a pu faire ces derniers mois. Et désolé pour le problème du départ, où effectivement, les problèmes de Wi-Fi uniquement. Voilà, je vais vous présenter alors très très furtivement et très brièvement l'actualité fiscale et surtout je vais essayer de me cantonner à des sujets qui vous concernent au quotidien. Et puis s'il y a d'autres sujets qui vous concernent moins ou pour lesquels vous aurez besoin d'éléments de réponse, n'hésitez pas, vous reviendrez soit dans vos questions, soit par la suite. Voilà, donc en deux mots, vous voyez le PowerPoint qui s'affiche? Tout est bon? Est-ce que le PowerPoint s'affiche? Quelqu'un peut me le confirmer? Oui, tout s'affiche, Franck. C'est bon, on voit le PowerPoint et on t'entend très bien. D'accord. Bon, je coupe la caméra et vous m'entendez. Alors, bon, pour me présenter, je suis conseiller en gestion de patrimoine, diplômé certifié, et puis je suis intervenant donc, globalement pour faire court dans le juridique, dans l'immobilier, dans la finance, la fiscalité, entre autres l'entreprise, etc. Et donc, je collabore notamment, je fais beaucoup d'investissements immobiliers dans le neuf, dans l'ancien, mais plutôt dans le conseil, pas dans la vente directement comme vous pouvez le faire. Et voilà pourquoi nous avons de grandes raisons de collaborer ensemble. Donc, l'objectif étant de vous présenter les nouveautés fiscales qui sont intervenues comme chaque année. Vous savez que chaque année, il y a une loi de finances pour l'année à venir. Il y a également des rectifications, ce qu'on appelle la loi de finances rectificative pour l'année précédente. En fait, on améliore ou on fait quelques retouches. On ne va pas se cacher le fait que cette année est une année particulière puisqu'il va y avoir des élections dans quelques mois. Donc tout ce que je vais vous dire aujourd'hui peut être remis en cause dans quelques mois par le prochain gouvernement. Bon, c'est comme ça tous les 5 ans en France. Donc voilà, donc évidemment, on va parler que de choses qui sont d'actualité. Mais c'est vrai qu'un gouvernement étant en train de partir, il y a eu peu de modifications importantes, pas de choses très très profondes, mais quelques points qu'il faut quand même souligner. Notamment des choses qui risquent effectivement d'affecter la stratégie patrimoniale et donc celle de vos clients. Parce que vos clients ne sont pas uniquement acheteurs d'immobilier, mais ils peuvent être investisseurs, ils peuvent être concernés, faire des choix, et c'est surtout là-dessus que je vais attirer votre attention, d'achat immobilier ou de vente, bien sûr, parce que pour investir dans de la finance, ou le contraire, parce qu'ils sont mécontents des produits financiers. Donc ça peut être un vrai levier pour vous de vente et d'achat. Ce n'est pas uniquement des gens qui veulent investir dans leur résidence principale. Ça peut être des gens qui ont des problématiques d'impôts, notamment impôts sur la fortune. Et c'est des choses qui peuvent vous concerner. Donc voilà pourquoi je vais vous en parler. La grande réforme qui a été votée, enfin, vous en avez entendu parler, c'est le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Donc c'est censé intervenir à partir du 1er janvier 2018. Mon expérience me fait rester sceptique, puisqu'encore une fois, il peut y avoir des changements de gouvernement, et donc tout ce qui a été voté aujourd'hui peut être remis en cause dans quelques mois. Donc je ne vais pas m'étaler dessus. Ça peut arriver, en tout cas, c'est une grande réforme qui a été votée cette année. Quelque chose qui touche l'impôt sur le revenu, mais des personnes les plus modestes, donc on ne va pas en parler spécialement pour faire court. L'impôt sur les sociétés également, on ne va pas en parler spécialement. Et l'ISF qui peut concerner vos clients notamment investisseurs. Alors, les principales mesures, tout ça, vous pourrez l'avoir, je pourrais vous le laisser. Encore une fois, c'est pour vous en parler brièvement. L'impôt sur les sociétés, on en a parlé, l'ISF, des choses qui touchent les plans d'épargne en action, mais ça peut vous concerner indirectement par des clients qui sont insatisfaits de leur épargne en banque et qui décident d'investir dans l'immobilier. On le voit de plus en plus souvent, soit dans du locatif classique ou soit dans du loueur meublé. On reviendra dessus. Et une chose qui touche particulièrement l'immobilier cette année, c'est la fin des travaux pour les gros travaux, les travaux de post-préparation pour les nus propriétaires, qui peuvent concerner vos clients investisseurs encore une fois. Jusqu'ici, le nu propriétaire, je ne vais pas développer aujourd'hui ce qu'est le nu propriétaire et l'usufruitier.
Je pourrais le faire en privé si vous avez besoin, mais le nu propriétaire pouvait déduire les travaux de grosse réparation. Ce n'est plus le cas, donc peut-être que pour eux, ce sera moins intéressant d'investir dans ce cadre-là. On pourra y revenir si vous avez besoin, mais plus en privé ou par la suite. Pour vous rappeler quand même les principes fondamentaux de la fiscalité, donc on a 5 tranches. Et également, pour les personnes, c'est ce qui apparaît en tout en bas de l'écran, pour les personnes qui ont des revenus supérieurs à 500 000 euros pour un couple et même 1 million d'euros, donc on va dire pour les personnes les plus aisées, une tranche supplémentaire, qui est un prélèvement forfaitaire de 3 et 4%, qui ne compte pas spécialement comme une tranche, mais qui finalement est une tranche supplémentaire. Donc on voit que les personnes les plus aisées sont à 45%, plus s'il y a plus d'1 million de revenus dans le couple, dans le foyer fiscal, 4%, donc 49%, donc 50%. À cela viennent s'ajouter des prélèvements sociaux, l'ISF, les taxes diverses foncières et autres. Donc ça peut commencer à faire beaucoup et ça peut donc inciter vos clients à investir ou à désinvestir dans l'immobilier. Et donc créer soit des actes d'achat, soit des actes de vente. Donc, les deux vous concernent directement. Pourquoi je vous parle, je vous fais un rappel sur les prélèvements, la fiscalité des revenus de capitaux mobiliers, bon, globalement pour faire court des placements, encore une fois, parce que vos clients, mis à part ceux qui investissent uniquement pour y habiter pour leur résidence principale ou leur résidence secondaire, beaucoup peuvent être des investisseurs, et notamment effectivement dans les grosses agglomérations, Paris, Lyon, Marseille, etc. Ils peuvent être, eux, simplement des investisseurs et qui comparent ce qu'ils ont avec la banque et avec leurs produits boursiers, avec leurs produits financiers, avec leurs assurances vie. Alors, pour aller dans votre sens, les assurances vie baissent énormément, les revenus de placement baissent énormément, donc ça peut être un vrai acte d'achat pour vos clients d'investir dans l'immobilier, sous plusieurs formes, revenus fonciers classiques, meublés ou d'autres biens ou d'autres fiscalités plus spécifiques, Pinel, Borloo, Malraux, monuments historiques, etc. Encore une fois, ce n'est pas forcément l'objet de développer ça aujourd'hui, mais pour vous dire que l'immobilier peut être une vraie source d'investissement pour vos clients, qui sont de plus en plus insatisfaits, alors non seulement de la relation, parce que j'entendais Stéphane en parler aussi, de la relation avec leur banquier, je ne vous apprends rien, à toutes les personnes connectées, de l'image, et encore une fois, tout simplement des rendements des produits financiers aujourd'hui, et de la fiscalité qui augmente au quotidien, chaque année, on va dire, et ce qui non pas n'est pas le cas pour l'immobilier, mais l'immobilier offre encore pas mal de sources de défiscalisation, et pas uniquement dans le neuf, hein, bien sûr, je précise, même dans l'ancien, par les travaux, par les investissements, même pour la résidence principale, et qui donc, encore une fois, peuvent être pour vous des vrais arguments de vente. Donc voilà, donc même chose là sur les taxations sur les valeurs mobilières, donc sur les placements, pour faire simple, hein, les placements en bourse, les PEA, les assurances vie, les PEL, tout ça, ce sont les placements et qui sont fiscalisés. Les seuls placements non fiscalisés seront les livrets. Inutile de vous dire ce que ça rapporte. Donc l'immobilier a encore toutes ses chances de ce côté-là. Les plus-values immobilières, donc elles valent ce qu'elles valent, elles sont ce qu'elles sont, sauf que elles restent intéressantes quand même, notamment lorsqu'on détient les biens immobiliers depuis un certain nombre d'années. Ça n'a pas changé, hein, c'est juste un rappel, vous les connaissez, j'imagine, tout ça. C'est juste plus pour rappel et encore une fois pour comparaison avec les produits financiers, les valeurs mobilières. L'assurance vie, ça reste quand même le placement préféré des Français. Plus de 1000 milliards, un peu plus que ça, 1200 milliards collectés. Donc beaucoup de Français, mais les fonds en euros diminuent, les fonds alternatifs, les Français ne sont pas trop chauds pour ça, ne sont pas trop préparés. La bourse, les Français n'aiment pas, hein, et comme je parle spécifiquement des Français, parce que ce sont vos clients. L'assurance vie, ça va. Et puis en plus, il y a des nouvelles législations qui sont intervenues sur l'assurance vie, la loi Sapin 2. Vous avez peut-être entendu parler, mais grosso modo, pour vous dire que l'assurance vie ne va plus rester très longtemps le placement favori et unique des Français, puisque, encore une fois, la fiscalité, les possibilités et surtout les taux d'intérêt ne sont plus
très attractif. Donc, l'immobilier a toutes ses chances. L'ISF, et là, ça peut concerner un certain nombre de vos clients plus spécifiquement, effectivement, à Paris, en région PACA, sur les grosses régions concernées par l'ISF, peut-être à Monaco si vous êtes présent. Mais on est encore dans une autre fiscalité spécifique. Mais l'ISF, pourquoi je vous en parle parce que vos clients qui ont des biens immobiliers ne sont pas uniquement, encore une fois, juste des propriétaires. Ils peuvent être amenés à vendre ou à transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants, à leurs conjoints, à créer des sociétés, des SCI, des SARL de famille, etc., pour diminuer ou à cause de leur fiscalité. Alors, certains sont bien conseillés et créent des structures, des démembrements, des transmissions. D'autres ne le savent pas et du coup vont dire purement et simplement je ne peux plus, je n'en veux plus, je veux vendre, ce qui n'est pas forcément intéressant pour vous. Alors, ça peut être intéressant si vous arrivez à revendre derrière, mais ça peut être aussi des clients qui, à contrario, qui sont fidèles, qui ont déjà plusieurs biens, plusieurs immeubles, plusieurs appartements, et voudraient racheter s'ils n'étaient pas concernés par la fiscalité, ou s'ils étaient plutôt bien conseillés. Alors, je ne dis pas ça pour prêcher pour ma paroisse, mais justement pour dire que le conseil, la fiscalité, le démembrement de structures, etc., les transmissions, les donations, sont exactement tout ce qui va faire qu'un bien immobilier est bien géré, de la même façon que dans votre métier aujourd'hui, vous avez intégré le financement, vous avez intégré la gestion immobilière, etc., qui vont faire qu'un client va être satisfait de son investissement ou pas. C'est tout aussi simple qu'un client qui vous dirait qu'il a envie d'acheter mais qui ne peut pas avoir le financement, ou alors qui a un locataire mais qui paye mal et que du coup il n'arrive plus à gérer et du coup il préfère vendre. Aujourd'hui, la fiscalité, le mode de détention, l'ISF, ça reste dans la fiscalité, mais je précise pour le défaire plutôt d'impôt sur le revenu, toutes les taxations, tous les prélèvements sociaux, pardon, je cherchais mon mot, sont des éléments importants et déterminants aujourd'hui dans le choix des investissements de vos clients. Voilà. Et ça risque de se compliquer d'autant plus dans les années futures. Donc le conseil, pour synthétiser, le conseil est vraiment déterminant dans l'investissement de vos clients. Mais ça marche également pour une résidence principale. Et d'ailleurs, le conseil d'une création de SCI, d'un démembrement, ça peut aussi marcher pour des clients, un jeune couple non marié, pacsé, mais non marié, et qui souhaitent investir pour se protéger. On peut créer des SCI et des démembrements, etc. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui d'en parler, mais sachez que vous voyez, le conseil et toutes ces solutions existent. Je vous parlais tout à l'heure brièvement de donations, donations entre conjoints, donations entre enfants, petits-enfants, etc. Donc ça peut être aussi des moyens de détention pour vos clients de biens immobiliers. Donc ça n'a pas spécialement évolué, mais c'était plutôt un rappel. Ce qui touche directement l'immobilier et donc vos investissements. Et j'entendais tout à l'heure Stéphane qui parlait de prochainement intervenir dans le neuf. Le neuf, donc c'est beaucoup de choses. Quelque chose qui a évolué, et là vous en avez tous entendu parler, le loueur meublé. Alors, le loueur meublé, c'est beaucoup de choses, mais notamment, c'est dans l'actualité de ces dernières années, c'est tout ce qui est notamment Airbnb. Aujourd'hui, ce qui a évolué, c'est que, bien évidemment, ces revenus sont fiscalisés au même titre que les autres, mais qu'il n'y a plus de distinction entre du loueur meublé, quelqu'un qui a, par exemple, 15 appartements qui louent en meublé, et quelqu'un qui disait, de temps en temps, je loue mon appartement, je loue ma chambre en Airbnb, par exemple. Aujourd'hui, tout ça rentre dans la même catégorie de fiscalité, donc les BIC. Les bénéfices industriels et commerciaux. Donc là, il n'y a plus le choix, même si vous vous louez un appartement 3 semaines dans l'année, évidemment, il y a moins de revenus, mais la fiscalité restera la même. Donc ça, c'est important, c'est un grand changement. Je pense que beaucoup de clients ne sont pas forcément informés, et encore une fois, c'est valable pour les grosses agglomérations. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a aussi un effet de levier là-dessus, et notamment par le conseil, sur la fiscalité, sur les prélèvements sociaux pour vos clients. On y reviendra si vous avez besoin, si vous avez des questions. Prolongation de la loi
Pinel, prolongation de la loi Censi-Bouvard, tout ça sur un an encore. Donc, bon, quelques aménagements, mais pas bien significatifs. Et encore une fois, de toute façon, tout ce que je vous dis à aujourd'hui, nous sommes déjà mi-février, peut être remis en cause d'ici 3 mois. On n'entendra plus parler de Pinel, ni de COS, ni d'autres, ou pas, ou le contraire. Hein. Je n'ai pas une boule de cristal pour savoir qui sera élu, je précise. Mais je dis juste que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura des changements qui vont venir. C'est la seule chose que je peux affirmer. Donc je vous en ai parlé, Pinel et Censi-Bouvard, prolongation d'un an et quelques modifications. La seule chose qui ne peut pas être continue, qui n'est pas prorogée, c'est l'investissement dans les résidences de tourisme. On va dire que vous n'êtes pas spécialement concerné, je ne pense pas que vous en vendiez aujourd'hui au quotidien, donc je survole cette information. Même chose sur la loi Malraux. La loi Malraux, c'est donc des investissements immobiliers dans l'ancien, de la réhabilitation de quartiers anciens, de zones particulières. Là, ça marche dans beaucoup de villes. La grosse différence, c'est qu'avant, c'était un plafond annuel de 100 000. Là, cette année, c'est 400 000 sur 4 ans. Alors, ça pourrait paraître se dire que c'est la même chose, mais pas du tout, puisqu'effectivement, on a les 400 000 sur la durée de 4 ans et non pas un investissement perdu si on ne l'a pas fait dans l'année ou l'année qui suit. Voilà, globalement, le gros changement sur ce point-là. Et également, pas de remise en cause de la réduction d'impôt en cas de décès, d'invalidité, de licenciement, et ce genre de causes importantes, mais qui malheureusement, jusqu'ici, ce n'était pas le cas pour la loi Malraux. Voilà en ce qui concerne les gros points qui peuvent vous concerner. Je fais court parce que j'avais 15-20 minutes. Du coup, mais vous pouvez évidemment avoir plus d'infos là tout de suite dans vos questions. Vous pouvez me contacter, je vous laisse 2 petites secondes le contact, mais de toute façon, vous avez par l'intermédiaire de Stéphane mes coordonnées. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Si j'ai du coup, peut-être par peur d'être trop long, fait un peu vite, mais dites-moi. Je reste à votre écoute. Merci Franck. Je ne sais pas si Stéphane, tu veux prendre la parole? Non, enfin, c'est clair que si on veut de toute façon faire quelque chose de pertinent et de poussé et de détaillé en parlant de la loi de finances et des différents dispositifs, aujourd'hui c'est pas en 20 minutes, hein, clairement Franck, on va réussir à faire ça. C'est vraiment quelque chose de complexe et d'assez fluctuant, comme tu le dis très justement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est capable effectivement de mettre cette présentation en avant, et peut-être que dans 3 mois, il y aura pas mal de choses qui vont bouger, et peut-être que ce que l'on vient de présenter ne sera plus du tout d'actualité. Donc voilà, l'idée, une nouvelle fois, de la webconférence, c'était juste de faire un petit point sur ces différents dispositifs, et notamment sur ce que tu as dit au début sur la notion d'imposition. Ça va aussi avec la branche vraiment dédiée au neuf que l'on veut mettre en place. Aujourd'hui, les gens, les clients, vos clients ont de moins en moins confiance en la bourse, ont de moins en moins confiance en le placement financier. On a l'assurance vie qui était très intéressante il y a encore quelques années, et qui est en train d'être rongée petit à petit. Et de plus en plus, je pense, nos clients vont se retourner vers des produits d'investissement dans le neuf, ou de défiscalisation, et pas forcément dans le neuf, comme le disait Franck. Il y a aujourd'hui des possibilités intéressantes sur de l'ancien avec différents dispositifs. Donc c'est pour ça on n'est pas assez présent, Dr House n'est pas aujourd'hui assez présent dans cette partie neuf, investissement, enfin placement immobilier en investissement. Et c'est pour ça qu'avec Nicolas, Léonard et Dominique, on voulait vraiment se positionner sur 2017, positionner et essayer de vous aider au maximum à faire ce type d'opération. Donc moi, j'ai pas spécialement de questions. On peut justement, si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à poser, que ce soit à Nathalie, à Franck ou à Dominique ou moi-même, n'hésitez pas. On ouvre le bal. Donc on est à votre disposition. Alors, je lis ce qui est en question déjà. Alors, moi, j'ai déjà une question, Franck. Vous avez parlé tout à l'heure
du loueur meublé qui était soumis au BIC actuel maintenant. Et après, vous avez, il me semble que j'ai mal compris, il y avait une question de zone. C'est toute la France qui est, ou c'est par zone? Non, alors oui, pardon. Les zones, ce sont des zones qui, vous savez que le loueur meublé, la fiscalité, alors c'est pas nouveau, hein, il y a des zones, on peut pas, c'est pas n'importe où, pour le Sancy-Bouvard uniquement, hein, je précise. Parce que, en fait, pour être très, je vais essayer d'être synthétique sans, coupez-moi si, parce que des fois j'ai du mal. Euh, le meublé, c'est beaucoup de choses. Le meublé, c'est quelqu'un qui loue une chambre meublée chez lui. Ça, c'est du meublé. Quelqu'un qui loue une résidence secondaire au bord de la mer, c'est du meublé. Le Sancy-Bouvard, c'est du meublé. Des résidences retraites, c'est du meublé. Des résidences étudiantes, c'est du meublé aussi. Acheter un immeuble et y faire des appartements et les louer en meublé, c'est du meublé. Sauf que tout ça, c'est du meublé, mais ça n'a pas forcément ni les mêmes conséquences, ni les mêmes fiscalités. D'accord? Et le Airbnb aussi, c'est du meublé. Vous voyez? Donc, les zones, c'est pour le neuf, pour le Sancy-Bouvard. Il y avait des zones bien, on ne peut pas faire du Sancy-Bouvard, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, pardonnez-moi d'avance, je ne sais pas, à Melun. Je ne sais même pas, d'ailleurs, allez pas vérifier tout de suite sur Internet. J'ai pris le premier mot qui me passait par la tête. Mais pour dire qu'on peut, vous voyez, il y a des zones, d'accord, qui sont définies par décret chaque année. Et cette année, quelques zones ont été encore redéfinies et supprimées. Voilà ce que je voulais dire. Mais ça concerne uniquement le Sancy-Bouvard, tout comme d'ailleurs le Pinel. Il y a des zones. On ne peut pas faire du Pinel partout. D'accord. Il faut que ce soit des villes à forte densité. D'accord. C'est exactement la même chose. Donc ça concerne le neuf, si vous voulez. Pour être simple, entre le Pinel et le meublé, ça concerne le neuf. Ça ne concerne pas le Airbnb, etc. Et ce qui a été supprimé, c'est les résidences de tourisme. Et les résidences de tourisme, ben, c'est effectivement les résidences à la montagne, les résidences au bord de la mer. Voilà. Donc en fait, si je veux faire dans l'autre sens, si je prends le problème à l'inverse, ce qui reste, ce sont les résidences étudiantes, les résidences seniors, vous avez probablement entendu parler, les EHPAD, les établissements pour les personnes dépendantes. J'en oublie, mais voilà. Les EHPAD, les résidences étudiantes, résidences seniors, j'en oublie. J'en ai un qui va me revenir, mais peu importe. Voilà. D'accord, très bien. Alors, on a une question. Il faut faire une formation complète sur le sujet. Ben ça, oui, on l'a dit. On aimerait avoir toutes les informations au replay. Le replay, c'est bon, il est en cours d'enregistrement, donc il n'y aura pas de souci. Franck, peux-tu nous faire passer la IDF ou une mise à disposition? Merci. Alors, c'est Arnaud qui demande ça. Donc la LDF, j'imagine, la loi de finances. J'imagine. Oui, Voilà. oui, je vois pas. Oui, oui, c'est effectivement, c'est la loi de finances. Je Mais ça, allez peux, je sur peux, mais Internet, c'est. hein. Oui, certainement. J'imagine, on trouve tout sur Internet. Je peux. Ouais. Après, honnêtement, vous savez, hein, c'est comme. Alors, soit on le voit comme on veut. C'est ceux qui vont se soigner automatiquement sur Doctissimo et puis qui pensent qu'ils sont devenus médecins. Ou alors, je dis des fois plus simplement, parce qu'on comprend mieux, c'est comme je vous donne une recette de cuisine. Hein. Si je vous donne pas la méthode, je vous dis juste il vous faut 6 œufs, 250 grammes de farine, 50 grammes de beurre, et je dis allez-y, maintenant faites des crêpes, débrouillez-vous. Hein. Donc, moi, je veux bien, hein, mais ce qui est le plus important, c'est le conseil. Enfin, c'est pas pour me vendre, je vous dis pas de passer par moi, hein, je vous le dis pour tout. Hein, je vous dis, je vous donne la recette des crêpes. Après, allez apprendre le coup de main et puis débrouillez-vous. Hein, c'est pas en mélangeant les œufs, la farine, et vous aurez non seulement des grumeaux, puis après, il faut savoir qu'il faut une poêle, qu'il faut tourner, qu'il faut attendre, etc. Voilà, c'est mon avis, mais je peux vous l'envoyer. Donc, dites-moi si Stéphane me demande de l'envoyer, je l'envoie à tout le monde ou je l'envoie à Stéphane et puis vous en faites ce que vous voulez. Moi, je veux bien. C'est plutôt pour vous. Hein. Merci Franck. Pour les Je peux crêpes, c'est bon. Pour les crêpes, c'est bon. On a David Moret qui est un spécialiste. Euh, alors, là, on a Pascal Ravel qui je sais, fait de l'EHPAD, qui nous dit la loi prévoit de rapprocher les LMNP au LMP. Tu C'est la confirmes? question. Euh, ouais, alors je me méfie. Enfin, c'est vrai qu'il y a des choses dans cette tendance. Sauf que quand je dis je me méfie, je vais m'exprimer autrement. Depuis 22 ans maintenant que je suis dans ce métier, vous savez, chaque fois, on nous dit, alors la loi de finances, quand elle est votée, quand elle est au Parlement, puis à l'Assemblée, etc., tant qu'elle n'est pas votée, et même quand elle est votée, des fois, il faut que les décrets soient appliqués. Donc, tout ce qui n'est pas fait, je ne le commande pas. Sinon, je passerai mon temps à commenter des choses qui ne se font jamais. Donc, ce n'est pas fait aujourd'hui. On en parle. Voilà, c'est ma seule réponse parce que sinon, encore une fois, on pourrait passer des heures, ou notamment ce qui se dit au journal de 13 heures,
si je commentais ce que dit Jean-Pierre Pernaut tous les jours au journal de 13 heures, je n'arrêterai jamais. Donc, c'est pas parce que quelque chose est dit, et même si c'est dit dans les milieux politiques, etc., oui, on en parle. Aujourd'hui, ce n'est pas voté, donc ce n'est pas fait, donc je ne commande pas. Donc, c'est mon conseil à Stéphane, je ne sais plus qui a posé la question, Dominique, Fabrice. En tout cas, c'est pas fait. Voilà. Ma seule réponse, elle est là. Et c'est mon expérience qui me fait dire que tant que c'est pas fait, ça ne sert à rien d'en parler. Gagner du temps sur ce qui est fait, sur le conseil, vous gagnerez beaucoup d'énergie, pour revenir peut-être avec les conseils de vente de Nathalie. D'accord. Bonjour. Comment les étrangers peuvent-ils investir en France, notamment les ressortissants chinois? Les programmes neufs leur sont-ils accessibles? Oui. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas parlé dans les modifications de la loi de finances, parce que, encore une fois, j'avais peu de temps et que je voulais me concentrer sur ce qui vous concerne directement, et puis pas, même s'il y a peut-être un cas par cas, mais il y a eu quelques modifications pour les impatriés, les expatriés. Bon, on en parlera un jour, où ce sera d'ailleurs, si je vous envoie le dispositif de la loi de finances, vous aurez 80 pages et vous aurez tout le loisir de lire ça. Voire plus, vous aurez peut-être une centaine de pages d'ailleurs. Bref, ils peuvent investir, ils ne bénéficieront pas d'avantages fiscaux, tout simplement. Pas les mêmes que les résidents français. Voilà, ils peuvent investir. Et vous avez intérêt à travailler avec les Indiens, avec les Brésiliens, avec les Qataris. Ce pas les mêmes biens immobiliers qu'ils investissent, mais c'est un marché aussi. Alors, Franck, justement, je pense savoir qui pose la question. Je crois que c'est Happy, si je ne me trompe pas, du côté de C'est Poitiers. ça, c'est ça. Est-ce que, je pense pas, mais est-ce qu'il y a une limite ou en tout cas un maximum possible pour un ressortissant chinois, par exemple? Est-ce qu'il y a un plafond maximum d'investissement s'il ne peut pas investir dans un immobilier à plus de 300 000, à plus de 500 000? Il y a une règle là-dessus? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Combien de Chinois investissent des biens à plusieurs millions d'euros? C'est là où à plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros qu'aucun Européen peut se payer, en fait. Heureusement qu'ils sont là, les Chinois, aujourd'hui, pour faire vivre l'immobilier de prestige, comme on dit. Donc, que ce soit des châteaux, que ce soit des immeubles à Paris, que ce soit des hôtels, que ce soit des vignobles. À ma connaissance, il n'y a pas de plafond. Mais ils ne bénéficient pas d'avantages particuliers. Même si, à part les Qataris, on a su par la suite qu'ils avaient eu d'autres avantages. Mais bon, là, ça nous dépasse et ça vous dépasse, et je pense, sans mettre en cause nos compétences, c'est autre chose. Ils ont des avantages, mais qui sont. Là, on tombe dans autre chose. À ma connaissance, c'est pas de plafond, parce que des biens à 500 millions d'euros, d'ailleurs, c'est pas un Français ou un Italien qui va l'acheter. Hein. C'est un Chinois, c'est un Qatari, c'est un Brésilien, c'est un Indien. Bon, voilà. Donc, pas à ma connaissance, en tout cas. Ok. On a une question de Chantal concernant la plus-value. Plus-value sur achat fait en 2009 à 40 000 euros, plus travaux 20 000 euros, et elle veut le vendre 115 000 euros. Calcul de la plus-value. Voilà. Là, vous avez des bons simulateurs sur. Non, mais je ne peux pas vous faire ça comme ça au pied levé. Mais ça n'a pas changé depuis 3-4 ans maintenant, peut-être plus. Le calcul de la plus-value, enfin, c'est facile. C'est pas que je ne veuille pas le faire, mais enfin là, c'est comme si vous me demandiez un calcul mental comme ça. Très honnêtement, Bien vous avez sûr. des bons simulateurs aujourd'hui qui vous font ça. Hein, mais ça n'a pas changé, surtout depuis. Là, ça n'a pas été remis en cause depuis. Non, c'était le premier mandat C'était le premier mandat de Hollande, mais c'est le seul d'ailleurs, donc c'était il y a 5 ans. C'était sa première loi de finances, donc ça a 5 ans, ça n'a pas changé. C'est facile. On Si est, elle veut, me on- contacte et je lui ferai, hein, c'est pas le problème, hein, encore une fois, mais là, c'est du calcul. Vous me demandez ça comme ça au pied levé, c'est un peu. Non, non, mais oui, non, mais on est d'accord. On est d'accord, Franck. Nous sommes tenus responsables du blanchiment en tant que mandataire sur des investissements étrangers, sur des investisseurs étrangers. Sommes-nous tenus responsables? On est tous tenus responsables aujourd'hui. Hein. Le blanchiment, aujourd'hui, la loi sur le blanchiment d'argent commence à 3 000 euros maintenant. Donc, vous n'avez plus le droit d'encaisser du cash au-delà de 3 000 euros. Un commerçant est tenu, enfin, on est tous aujourd'hui censés représenter, faire une lutte contre le blanchiment, le traque financier, Tracfin, la loi Tracfin, que ce soit pour de l'immobilier, que ce soit un commerçant, que ce soit pour de la finance, que ce soit un banquier, que ce soit un conseiller en gestion de patrimoine comme moi. On a toute origine des fonds, voilà, pour être simple, toute origine des fonds. Quelqu'un qui vous fait un chèque, vous devez savoir d'où provient les fonds. Il ne faut pas que ce soit de l'argent de la drogue, de l'argent du casino, de l'argent de.
voilà, du terrorisme. Enfin, c'est surtout le terrorisme aujourd'hui qui est pointé du doigt. Donc, dès que vous avez un chèque, le notaire doit le savoir. Même, voilà. Donc, nous sommes tous responsables. Ouais, mais clairement, Franck, comment, enfin, une nouvelle fois, nous, on ne récupère pas de fonds au niveau de nos compromis de D'accord. vente, puisque c'est le notaire qui gère ceci, on ne manipule pas de fonds. Est-ce que demain, je pense que c'est la question est plutôt là-dedans, je dis n'importe quoi, on ramène un client, donc on a une offre d'achat, l'offre d'achat est acceptée par le vendeur, on met le dossier chez le notaire se rend compte que les fonds sont vaseux, on va dire. Quelle est l'incidence sur le négociateur? Est-ce que le négociateur est-ce qu'on peut se faire taper sur les doigts? C'est très compliqué quand même d'essayer de contrôler l'origine des fonds, alors que globalement, notre métier, c'est juste de trouver un acquéreur à un vendeur, quoi. Ouais. Alors, déjà, tu m'apprends qu'effectivement, vous faites le choix de ne pas encaisser de fonds, donc du coup, vous n'êtes pas responsable. Donc ça, c'est Mhm. peut-être une bonne chose pour vous, en tout cas, de sécurité sur ce point-là. Effectivement, votre métier, c'est juste de vendre. Moi, le mien, c'est juste de conseiller. Un boulanger, c'est juste de vendre du pain ou de faire du pain à la base. Mais il est quand même responsable si quelqu'un lui dit en liquide, je vais vous donner pour 4000 euros de pain et de baguette. Lui, en théorie, il serait ravi de vendre pour 4000 euros de viennoiserie, sauf qu'il n'a pas le droit d'encaisser les 4000 euros, comme ça, sans savoir d'où viennent les fonds. Donc, je suis d'accord sur ton raisonnement, mais moi, je te dis juste la loi. Après, donc, effectivement, non, non, bah, si vous n'encaissez pas de fonds, par contre, vous n'êtes pas tenu responsable. Et d'autant plus, c'est le notaire, et d'autant plus le notaire, au-delà d'être un simple citoyen comme vous et moi, c'est un officier ministériel, le notaire. Donc, non, non, tant mieux. Donc, dans ce cas-là, effectivement, je ne savais pas que vous n'encaissiez pas de fonds, mais si vous n'encaissez pas de fonds. Mais la loi, elle est que tous, aujourd'hui, on est responsable quelque part de la lutte contre le blanchiment d'argent, pour répondre concrètement à la question. Mais je ne fais que dire la loi. Après, moi, je ne suis pas pour juger, ou c'est un peu comme si je vous disais, il ne faut pas passer au feu orange. Il y en a plein qui le font tous les jours. Hein. Je vous dis ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Après, faites ce que vous voulez. Hein. Mais là, en l'occurrence, vous n'êtes pas concerné, c'est le notaire, si vous n'encaissez pas de fonds. On a Valentin qui nous pose la question, est-ce que vous connaissez un moyen d'éviter de payer les deux impôts locaux lorsque l'on fait du meublé de tourisme? Non, non. Moi, j'en connais pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Après, je suis pas. Mais je ne connais pas tout. Mais non. Moi, je n'en connais pas. Je peux vous dire après. Non. Si je peux rebondir sur la question pour vous dire justement à bien immobilier égal, comment payer moins d'impôts, comment pas payer l'ISF, comment payer moins de prélèvements sociaux, etc., etc. Ça, oui, je sais faire. Comment ne pas payer les impôts locaux, hein, c'était la question, si j'ai bien compris. Les deux Euh, impôts locaux. non, si c'est les impôts locaux, D'accord. je ne connais pas, je ne connais pas de réponse. Par contre, chose importante aussi, quand même chose, je rebondis, mais qui concerne les taxes foncières, il faut savoir qu'en France, mais globalement, 70 à 80% des taxes foncières du calcul, pardon, des taxes foncières sont erronées. Donc, chacun de vos clients, bah, vous n'allez pas le faire pour une taxe foncière à 700 ou à 1000 ou à 2000 euros, mais des gens qui paieraient 15 000 euros de taxes foncières, d'autres qui seraient propriétaires de biens immobiliers importants, ou je sais pas, encore une fois, dans des grosses agglomérations, ou notamment dans des locaux commerciaux, où on tombe vite dans des 25, 30 000, 50 000 euros de taxes foncières. Ça peut valoir le coup de faire étudier sa taxe foncière parce que parfois ce sont des erreurs depuis des années, hein, qui peuvent être là depuis 20 ans, 30 ans, mais qui ne correspondent pas à la réalité. Et finalement, quelqu'un qui paye 50 000 euros de taxe foncière aujourd'hui pourrait n'en payer que 20 000. Ça, c'est. D'accord. Bon, je rebondis sur la question, hein, ce n'était pas spécialement la question, mais j'en profite pour D'accord. vous l'apprendre ou vous rappeler si Et, vous posez et ce genre de justement, Franck, qui peut recalculer ou en tout cas contrôler effectivement le montant de cette taxe foncière? On peut demander à qui? questions. Des gens spécialisés, je ne vais pas dire moi, mais moi je travaille avec des partenaires qui le font, vous voyez. Hein, en tant qu'indépendant, on travaille avec des promoteurs, avec des mutuelles, avec des gestionnaires d'actifs, avec tout ce genre. C'est vraiment, voilà, ce sont des spécialistes, donc ça fait partie de mes compétences, mais moi je délègue aussi. Hein, mais donc, voilà, il y a des gens spécialistes, mais peut-être que vous pouvez en trouver en direct aussi sans aucun problème. Hein. Encore une fois, je ne suis pas là pour ma parole, je suis là pour vous dire que c'est possible. De la même façon que beaucoup de taux de TEG, de taux effectif global pour les crédits sont erronés et qu'il y a des recalculs qui peuvent être faits. Et là, il y a des sociétés même qui se créent uniquement pour ça. Mais comme tout, comme je disais tout à l'heure, on peut tout trouver sur Internet. Vous allez en trouver, hein, vous tapez sur Google, vous allez en trouver des gens qui calculent les taxes foncières ou qui calculent vos TEG. Est-ce que tous sont bons? Je vous laisse libre choix
libre maître de vos actes. Mais voilà, c'est bien sûr que vous en trouverez, mais les bons, c'est différent. Comme des conseillers de gestion de patrimoine, comme des agents immobiliers, comme dans tous les domaines. Dans le cadre d'un démembrement entre usufruitier et le nu propriétaire, qui paie la taxe foncière? Qui paie la taxe foncière? Le nu propriétaire, je ne voulais pas dire de bêtises, nu propriétaire, voilà, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, vous l'avez, je ressouligne, parce que j'ai peut-être survolé un peu rapidement, c'est aujourd'hui la déduction des travaux de grosse réparation. Donc il ne peut plus être fait par le nu propriétaire. Globalement, mais ça c'est une tendance qui existe depuis quelques années, c'est pas nouveau. Globalement, et d'ailleurs ce n'est pas spécialement logique, le nu propriétaire avait des avantages alors que finalement il est juste propriétaire, mais c'est pas lui qui exploite le bien. Et dans d'autres cas, c'est l'usufruitier qui avait certains avantages. Maintenant, bah, c'est globalement, imaginons qu'il y en a un qui détient 60% et l'autre 40%, et ben c'est 60% pour l'un et 40% pour l'autre, ce qui est plus cohérent. Ça, c'est mon avis. Hein. Je ne suis pas législateur, mais et donc finalement, globalement, et c'est pas de la politique, hein, ce que je dis, c'est pas des opinions, c'est simplement, je trouve que depuis un certain nombre d'années, et pas uniquement depuis ces 5 dernières années, je précise, et pas que de la politique. Donc ce que je dis, c'est juste dire, mine de rien, on a l'impression que ça se complexifie, mais je suis pas si sûr. Je trouve qu'il y a des choses qui deviennent de plus en plus cohérentes et de plus en plus normales comme elles auraient dû être. Vous voyez, là, je vais dire un point que je trouve pas cohérent depuis des années, c'est que les intérêts d'emprunt sont déductibles pour des gens qui font du locatif et pas pour des gens qui achètent leur résidence principale. C'est-à-dire que les gens qui ont les moyens, eux encore des possibilités, des leviers de défiscalisation, et un petit couple de jeunes qui veut acheter aujourd'hui, on ne l'aide pas, quoi, finalement. Bon, bref, c'était mon avis. C'était un petit aparté. Ouais, il y a le prêt à taux zéro. Il y a le prêt à taux zéro. C'est d'autres choses. Tout le monde, Euh, c'était pas dans, l'objectif. dans le cas d'une erreur de taxe foncière depuis plusieurs années, y a-t-il un remboursement à titre rétroactif? Oui, mais sur les, je ne vais pas dire de bêtises, ça doit être les 5 dernières années, quelque chose comme ça. C'est 4 ou 5 dernières années. Oui, on ne remonte pas sur les 20 dernières années. C'est pour ça aussi il faut que ça vaille le coup. Un peu comme un recalcul de TEG de crédit, parce que vous allez quand même en justice, vous avez les frais de celui qui va vous le faire, etc. Il faut que ça vaille le coup. Hein. C'est pas pour un crédit de 50 000 euros qui est arrivé à bout. Il faut que ça vaille le coup. Allez, on va prendre encore une ou deux questions et puis on va arrêter puisqu'il est déjà 12h15. Et avez-vous un mode de calcul prédéfini pour calculer la rentabilité brute et nette d'un investissement locatif résidentiel? Quel est aujourd'hui un bon taux de rentabilité? Quel est-il pour le locatif professionnel? Alors, c'est pas que j'ai pas d'outils, c'est que aujourd'hui chacun a son mode de calcul. Moi, ça me fait toujours sourire parce qu'il y en a qui vont dire que soit l'investisseur, l'agent immobilier, le conseiller, le banquier, chacun a son mode de calcul. Donc, des fois, sur le même bien, avec les mêmes revenus, certains vont vous dire bah, il rapporte 7, l'autre va vous dire il rapporte 9, l'autre va vous dire il rapporte 11. Donc ça me fait à moitié sourire à chaque fois. Je suis désolé, hein, je suis transparent avec vous. Je suis aussi investisseur, je suis aussi acheteur, je suis aussi vendeur, parfois de biens à titre personnel. Et donc, quand je propose un bien à 7, certains viennent me dire il rapporte 3, puis d'autres vont me dire qu'il rapporte 8. Bon, chacun a son mode de calcul. Donc, là-dessus, pas spécialement. Par contre, la réponse aussi que j'ai à faire à la question, c'est que bah, ça dépend. À Paris, ça va être 3% ou 2% et ça va être très bien. À Vierzon, désolé pour les gens de Vierzon, j'ai rien contre les gens de Vierzon, ce sera peut-être 5 ou 7. Pour un immeuble, pardon, un local commercial, même chose. Si c'est Carrefour qui est à l'intérieur et ça va être, s'il donne 5% et on va être content. Si c'est un kebab, on va peut-être demander 9 et puis on va se méfier. Vous voyez, c'est pareil, c'est juste pour dire que ça dépend du bien, ça dépend de la localité, ça dépend de plein de choses. Enfin, et là, j'apprends rien des agents immobiliers. Hein. C'est donc voilà. Un immeuble dans le triangle d'or à Paris, il ne faudra pas s'attendre à ce qu'il rapporte 7%. Et s'il rapporte 2, on fait du patrimonial, on ne fait plus simplement de la rentabilité pure, on fait aussi de l'investissement. Et aujourd'hui, la rentabilité, c'est peut-être aussi une réponse qui peut être aussi différente à cette question, c'est qu'aujourd'hui, la rentabilité, c'est pas uniquement... La rentabilité elle peut être faite au-delà du 5, 7, 3, 4, 9%, et ça marche aussi pour de la finance. C'est sur quelle durée,
Est-ce qu'elle est nette d'impôts? Est-ce qu'il y a des prélèvements sociaux? Quelle est la fiscalité en cas de décès, de transmission? Quelle est la fiscalité en cas de cession, c'est-à-dire en cas de revente, en cas de plus-value, etc. C'est tout ça la rentabilité. Moi, je veux bien quelque chose qui me rapporte 1% tous les ans. Là, c'est le simple investisseur qui vous parle. Mais si à la fin, je fais 300 000 euros de plus-value, hein, ça me va bien. Hein. Même s'il me rapporte rien, d'ailleurs, pendant 10 ans. Et ça m'est déjà arrivé de faire des. Là, je ne parle pas en tant que conseiller, je parle en tant qu'investisseur pur. Ça m'est déjà arrivé d'acheter des biens, de les revendre, en fait, globalement, de faire mon patrimoine sur uniquement la plus-value. Et sur lequel, d'ailleurs, je paye 30-33% à l'époque de prélèvement. Moi, je veux bien payer 33% de quelque chose qui m'a rapporté 200 000 euros. Hein. Ça veut dire qu'il m'en reste 130 000 dans ma poche. Vous voyez, il y a un moment où c'est aussi ce qu'il faut dire aux clients, parce qu'aujourd'hui, ils veulent tout, les clients, ils veulent, les vôtres, hein, comme les miens, ils veulent le beurre, l'argent du beurre, pas payer d'impôts, pas de frais, pas de, rien que la banque gagne rien, que vous gagnez rien, passer en direct, que le bien coûte pas cher, qu'il n'y ait pas de travaux, qu'il soit tout neuf, enfin, ça n'existe pas. Donc la rentabilité, elle est faite de tout ça. Voilà, c'était surtout ma réponse pour être plus sérieux. Et elle est faite aussi de la fiscalité, de la durée de détention, de la sécurité du bien aussi. Tout ça, c'est des arguments que vous pouvez mettre en avant, hein, qui sont importants. Mais bon, c'est facile à dire. Après, on a des clients en face, mais là, c'est ce que vous avez eu en première partie. Comment gérer le client. J'aurais besoin de vos conseils, Nathalie, parce que moi, j'ai du mal des fois. Bien, pas d'autres questions. La loi 5 bis de l'article 35 du CGI officialise l'appartenance du loueur non pro au BIC. Donc cela va-t-il avoir une incidence sur l'exonération ISF? Ça, c'est un point, c'est justement un point qui est un peu qui a été voté. Donc là, on peut en parler. C'est pour ça que, contrairement à ma réponse de tout à l'heure, on peut en parler. On n'en sait rien, ça va être l'interprétation, justement, c'est nouveau. Et alors, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, même quand les lois sont votées, après, il y a les décrets, mais il y a aussi après l'interprétation, il y a la jurisprudence, il y a plein de choses. Et parfois, même une loi votée par le législatif est interprétée différemment par le fiscal. Il faut un rescrit fiscal, etc. Et là, on est en plein dans la fiscalité. C'est limite, souvent, les impôts se moquent de ce qui a été voté. Enfin, ça moque. Si, ils respectent la loi, mais parfois, ils ont leur interprétation. Donc, ça, c'est un point qui est complètement, je ne sais pas comment vous répondre concrètement, en suspens. Alors, ça a été voté. A priori, ça serait interprété comme effectivement, maintenant seul, globalement, quelqu'un qui répond, pour être très clair, à tous les critères du loueur meublé professionnel peut déduire le bien de son ISF, mais ce n'est pas l'esprit de la loi. Je ne sais pas si c'est très clair, mais vous savez, hein, une loi, même dans un autre domaine, n'importe quel tribunal ne l'interprète pas de la même façon. Et puis même quand il interprète, on peut aller en cassation pour faire réinterpréter le jugement. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que c'est pas si simple. Donc la loi est votée. Donc en théorie, je ne sais plus comment était tournée la question, mais en théorie, il peut encore déduire l'investisseur, mais je suis pas sûr que les services fiscaux l'interprètent comme ça à terme. Mais en théorie, oui. On En tout fera plus dans la jurisprudence. cas, c'est